On va maintenant s'atteler à un gros chapitre de cette matinée qui est la sobriété des imaginaires, la sobriété des récits. On voit qu'après la fresque du climat, on entend beaucoup parler maintenant de la fresque des nouveaux récits, des initiatives de l'Institut des futurs souhaitables que préside justement Jean-Pierre Gou qui a introduit cette matinée, ou encore de l'Assemblée des imaginaires qui a été lancée ce matin avec l'ADEME et dont on reparlera sûrement. Le pouvoir, quelque part, de ces imaginaires n'est plus approuvé. Reste à savoir comment le manier. Pour ouvrir cette séquence, on a eu envie d'interroger le commissaire d'une exposition qui s'est appelée Sens Fiction, qui s'est tenue notamment au lieu unique de Nantes. Il est designer de formation, diplômé de l'ENSCI Les Ateliers. Il a été collaborateur de Patrick Join. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis avant d'ouvrir RF Studio et le Bureau des usages, qui est un bureau de design qui s'attelle justement à anticiper les lieux, les objets, les modes de vie de demain. Je vous prie de bien vouloir accueillir Rami Fischler au micro de Frédéric Roy. Bonjour. Prenez un micro et changez-le contre votre téléphone. Bonjour. Bonjour. Ça marche. Ça marche? Vous m'entendez? Ça marche. Et donc vous êtes passé de designer à commissaire d'exposition, en quelque sorte. Comment est-ce que... Ouais, on vit un monde où je pense que tout s'hybride. Donc, non, je ne suis pas devenu commissaire d'exposition, mais j'ai eu l'opportunité durant une année très spéciale. C'était pas les Jeux Olympiques, ça a fait venir beaucoup moins de monde. C'était en plein Covid, mais c'était quand même un moment important pour le design, puisque la France a été capitale du design en 2019. Et c'est Lille qui a accueilli cet événement. Et dans ce cadre-là, on m'a proposé d'intervenir. Et j'ai profité du coup de cette opportunité pour faire quelque chose que j'ai rarement le temps de faire, parce qu'on fait un métier qui est dans l'action, qui est dans le résultat. J'ai eu l'occasion d'être à la Villa Médicis. C'était aussi un moment de réflexion. Et un deuxième qui a été de créer cette exposition. Et qui a permis aussi à mon équipe, on a une grosse agence, on a une quarantaine, de se poser une question fondamentale qui était la question de la création des imaginaires et pourquoi passons-nous du temps à faire des objets, mais surtout à inventer les récits qui vont autour. Voilà. Alors, sur quelle œuvre vous vous êtes appuyé pour scénographier cette expo ? Alors, je n'utiliserai pas le mot œuvre. Le but, en fait, de cette exposition, c'était déjà d'interpeller les designers, donc mon métier, qui est un métier très méconnu encore, je pense, du grand public, ou alors en tout cas on le perçoit comme un métier lié aux formes, à l'esthétique. C'est vrai, hein, la beauté est un sujet essentiel dans la vie, mais notre métier démarre bien plus en amont. Il est lié aux politiques, à la science, aux technologies, à l'industrie, à la sociologie. Donc c'est évidemment passionnant. Et cette exposition, elle m'a permis de revenir à la genèse de, je pense, qui a créé notre métier bien avant, qui s'appelle même design. Ça a été vraiment l'apport, en fait, d'une réflexion sur les usages à un moment, et l'expo parle beaucoup des années, en fait, de ce que j'appelle l'essor industriel et la création des premiers imaginaires industriels au début du XXe siècle. Et donc, quels étaient, en fait, les ingrédients, la mécanique qui a permis de produire ces imaginaires dans lesquels on est quand même encore toujours finalement englué, je dirais, parce que c'est bien le problème aujourd'hui, c'est comment sortir de ces imaginaires, en recréer des nouveaux. Et donc cette exposition, elle donnait les clés finalement de cette problématique. Il semble que vous soyez convaincu que c'est justement ces imaginaires peinent à se renouveler, parce qu'il y a eu ces imaginaires du début du XXe siècle. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à passer à autre chose? Je pense que, en fait, c'est... Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'essor industriel. C'était pas la belle vie non plus. En fait, si on parle, et je parle beaucoup des États-Unis dans cette expo, ça m'a été un petit peu reproché, mais finalement, moi, bon, je suis pas un scientifique, je ne suis pas un historien, mais en fait, si on regarde les choses avec bon sens et réalisme, en réalité, beaucoup d'Européens ont émigré aux États-Unis au début du siècle, et l'essor, en fait, des imaginaires est clairement bâti là-bas. Justement parce qu'il n'est pas en fait lié à des grands auteurs, à, je dirais, des grandes croyances, comme on peut parfois le simplifier. Il est lié à une mécanique très étudiée
qui essaie de comment sortir d'une crise énorme aux États-Unis à l'époque, comment faire envie aux gens de sortir de leur classe sociale, d'évoluer et de croire en l'avenir. Et à partir de là, il y a eu finalement une vraie convergence des objectifs entre une industrie qui avait besoin de mettre à profit ses outils industriels, ses matières premières, un système politique qui a permis de financer en fait ces imaginaires à travers tous les canaux de communication de l'époque, et aussi une prise de conscience très nouvelle qui a été, sans vouloir caricaturer, parce que c'est très difficile de placer ça avec 2-3 noms, mais qui a été instauré notamment par Sigmund Freud en Europe, l'influence psychologique de la désirabilité est mise en application par des personnes comme Edward Bernays, qui en fait dans les années 20-30 aux États-Unis, qui est ni plus ni moins d'ailleurs que le neveu de Sigmund Freud, qui a finalement théorisé la propagande bien avant qu'elle devienne un terme lié à la guerre et à tout ce qu'on connaît en Europe. C'était avant tout une théorisation de la façon d'influencer les gens à la consommation. À l'époque, ça n'avait rien de grave et rien de malhonnête, mais c'était vraiment l'objectif, c'était de permettre aux industriels non pas uniquement de vendre des produits. Il faut quand même comprendre qu'au XIXe siècle, d'ailleurs en France, on a inventé l'exposition universelle, elle était sur le Champ de Mars. On faisait la promotion de l'innovation en montrant des objets, en expliquant à quoi ils servaient. À quoi ils servaient, oui. Et puis est arrivée la propagande. Et cette idée que finalement, pour vendre un objet, il ne faut pas expliquer à quoi il sert, mais il faut vendre tout un imaginaire qui va autour et qui représente un art de vivre, une idée du futur. Et à partir des années 15-20 aux États-Unis, on ne vendait plus des produits, on vendait des imaginaires. Et ces imaginaires n'ont pas changé aujourd'hui, et c'est sans doute un des problèmes. Alors, dans un débat que vous avez organisé, Nicolas Mainvielle disait que contrairement au rapport du GIEC, la fiction peut nous rapprocher de demain. Est-ce que justement, alors, il faut passer par là pour renouveler les imaginaires? Oui, j'en suis convaincu. Les imaginaires... tout à l'heure, on parlait du cœur. Enfin, une grande majorité, je ne fais pas de statistiques, mais je pense que mon métier me permet d'être dans beaucoup de domaines et de percevoir vraiment de l'intérieur du monde de l'entreprise, du monde du social, du politique, que beaucoup de décisions sont prises de façon quand même aujourd'hui encore très irrationnelle. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le bon sens nous amènerait à prendre des décisions très concrètes sur l'écologie, sur le circuit court. Enfin, ça a été dit aussi dans le très bon rapport du CSA. Mais à la fin, les gens ne font pas vraiment ce qu'ils pensent faire dans la réalité de la vie quotidienne. Donc ces imaginaires, en fait, sont là pour finalement accompagner la dimension irrationnelle des êtres humains qui font des choix parfois un peu paradoxaux par rapport à ce qu'ils espèrent faire dans la vie. Et le problème des imaginaires, si je reviens à la question du renouvellement de ces imaginaires, c'est que finalement, ils sont créés par des êtres humains. Ces êtres humains ont été éduqués, ont baigné dans une culture occidentale pour la plupart de ceux qui ont aujourd'hui un très fort impact sur le monde d'aujourd'hui. Et la question du coup de renouvellement des imaginaires n'est pas liée juste à la question de la créativité. Il y a plein de gens évidemment très créatifs sur Terre, mais c'est leur éducation et leur culture qui leur empêchent de s'émanciper du cadre, je dirais, intellectuel, culturel, sociologique dans lequel ils ont évolué. Et c'est ça qu'il faut changer. Ça commence à l'école, ça commence à la façon dont on éduque et qu'on accompagne finalement l'imaginaire des enfants, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que cet impact est très fort une fois qu'ils rentrent dans la vie active et qu'ils influent sur la société. Donc voilà, c'est pas qu'un sujet de design, et c'est pour ça que mon métier, il est à la fois dans le monde de l'entreprise, mais il est aussi dans le monde de l'école. Réinventer l'enseignement, réinventer la pédagogie, c'est primordial. Et la pub dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle peut faire bouger aussi les imaginaires et par conséquent le reste? Évidemment, ça a été très bien dit ici. Je pense que mon expo, elle m'a permis peut-être de mettre assez concrètement en images et en texte la place qu'ont eu les industries dans la fabrication de ces imaginaires.
on n'appelait peut-être pas ça la publicité, mais en réalité c'était la promotion de la consommation de l'époque qui a amené des termes très forts, hein, la conquête de l'espace, la voiture individuelle, et j'en passe. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas des nouveaux termes qui font autant rêver, et je ne dis pas du tout que c'est la seule chose, mais je trouve très amusant finalement que à travers la matinée qu'on a passée, des termes utilisés prouvent finalement un peu notre je dirais, manque d'originalité ou je dirais de désir. Le mot sobriété n'est pas un mot qui sera désirable, il ne le sera jamais, et c'est tout à fait normal, qui fait plus penser à la question de la sobriété, je dirais, alcoolique, que plutôt à quelque chose de positif. J'ai d'autres exemples comme cela. Je travaille beaucoup sur la question du futur de la ville. On vit aujourd'hui encore à un moment où la question de la ville passe par le Grand Paris, les mégapoles. Mais si vous écoutez aujourd'hui les gens, ils n'ont plus envie de vivre dans des mégapoles. Et même le Grand Paris, qui n'est même pas terminé, ne fait plus rêver personne. Par contre, quand on parle de villes de plus petite taille, de revenir à l'essentiel, on a des termes comme ville moyenne, ville périurbaine. On a décarbonisé. C'est pas du tout des termes qui font rêver les gens. Et donc je pense qu'en termes de communication, il y a beaucoup à faire pour réinventer un lexique qui donne envie aux gens de s'approprier ces nouveaux termes et du coup cette nouvelle façon de vivre. Et ces termes, est-ce que vous les entendez, est-ce que vous les lisez plutôt dans les appels d'offres, dans ce que vous faites avec votre studio? Est-ce qu'on vous le demande spécifiquement? Totalement. Totalement. Je prends même le mot frugalité, ça peut être parfois paradoxal. Des grandes banques vont vouloir aujourd'hui parler de frugalité. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve dans un métier assez intéressant, assez passionnant, parce que on est à l'échelle humaine et on se retrouve souvent à devoir gérer des dissonances cognitives, mais qui sont passionnantes. Je pense qu'on vit un moment en fait où toutes ces questions sont, vont prendre une dizaine d'années à retrouver peut-être un nouvel équilibre et à trouver des nouvelles réponses. D'accord, merci beaucoup, Rami. Merci messieurs, merci beaucoup, merci à vous deux.